Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur midilibre.fr, bienvenue à Midi Libre. Nous sommes ici au siège du journal régional, de votre journal, pour cette seconde journée des initiatives vertes. Nous avons hier ouvert cette troisième édition autour d'une conférence et d'initiatives et de solutions proposées à la fois par les associations, les particuliers et les jeunes, puisque 2 lycées et 2 établissements scolaires nous ont présenté leurs idées pour la planète et pour l'environnement. C'est ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Je vous rappelle qu'il y a 3 conférences tout au long de la journée, 3 débats, 3 forums en direct sur midilibre.fr pour tout simplement réfléchir à l'évolution de la planète, de l'environnement et des solutions pour la préserver. Alors ce matin, on va parler d'impact économique, du réchauffement climatique, mais plus précisément de la manière dont les entreprises sont dans la transition, sont dans l'évolution, dans l'organisation et l'acceptation de ces phénomènes. Avec nos invités ici sur scène, sur Midi Libre et à Midi Libre, Samuel Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour, merci Vous pour êtes l'invitation. ambassadeur du Pacte européen pour le climat. Alors vous nous direz ce qui se cache derrière cette dénomination. À vos côtés, Michel Robert, professeur à l'Université de Montpellier et Polytech Montpellier. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Serge Zaka, docteur en agroclimatologie à ITK. Bonjour. Bonjour. Et puis, de l'autre côté, ils sont devant leur ordinateur. Serge Péné, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance. Bonjour. Oui, bonjour, Stéphane Péné, voilà, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Pierre-Damien Rochette, président de l'UMM Méditerranée Ouest, qui est là aussi à distance. Bonjour. Bonjour. Très bien. Alors, je vous rappelle que cette table ronde est en direct sur midilibre.fr, que vous pouvez évidemment partager son contenu, puis surtout réagir tout au long de cette rencontre, poser des questions que nous ferons passer à l'ensemble de nos intervenants. Alors, cette table ronde autour des impacts économiques du réchauffement climatique sur les entreprises, sur notre société. Je voulais démarrer par vous, Stéphane Péné, directeur général adjoint, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance. Quand on évoque les impacts économiques du réchauffement climatique, une question m'est venue assez rapidement. Quel est le coût de tous ces impacts du réchauffement climatique sur notre économie, sachant que l'on fait le constat que le réchauffement climatique est là. Donc on l'a évidemment partagé depuis de nombreuses années et on l'a partagé conférence après conférence lors de ces journées initiatives vertes. La question, c'est quels impacts économiques, comment est-ce que ça coûte réellement cher et comment les entreprises arrivent à supporter tout cela? Alors oui, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, les assureurs sont sans doute en première ligne pour constater la situation de l'impact du changement climatique sur les entreprises, mais aussi sur les particuliers, hein, parce que la première manifestation de ce changement, c'est bien entendu l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas naturels qui créent des dommages que nous assurons. Et clairement, nos chiffres montrent depuis maintenant 25 ou 30 ans, lorsque les indemnisations que nous versons et qui sont donc versées aussi par les assurés, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les primes de nos assurés qui... On a un petit problème de son. Vous m'entendez? Alors, ça y est, maintenant je vous entends mieux. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que nous constatons effectivement dans nos chiffres qu'il y a une augmentation régulière du coût des dommages causés par les aléas naturels, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Il y a encore 25 ans, nous réglions en moyenne 1,5 milliard ou 1 milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard par an en moyenne de sinistres. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une moyenne de 3 milliards par an, tout péril confondu, hein. Je parle à la fois des inondations, des sécheresses, des dégâts causés par le vent également. Et ce que nous avons essayé de voir, c'est comment, à terme, nous pouvions prévoir ce que les modèles aujourd'hui climatiques nous disent,
de l'impact que cela pourrait avoir sur le métier de l'assurance. Et nous avons publié à l'occasion de la COP26 une étude qui essaye de nous projeter dans les 30 prochaines années et d'essayer de voir quel pouvait être l'impact du changement climatique et du réchauffement sur l'assurance et sur les assurés. Et en fait, le constat que nous faisons, c'est que avec des modèles, et je répète, ce ne sont pas des scénarios, ce sont bien des modèles, l'impact pourrait doubler à un horizon de 30 ans. Si je résume, sur les 30 dernières années, le montant que nous avons indemnisé en cumulé sur 30 ans était de 74 milliards d'euros, et les projections nous disent que l'on passerait à un montant de 143 milliards d'euros, c'est-à-dire un doublement avec, et c'est intéressant, c'est que cette étude nous permet de distinguer ce qui relève Mhm. de l'aménagement du territoire défaillant et ce qui relève réellement du changement climatique. Et en fait, 30% de cette augmentation serait liée effectivement à du changement climatique, 70% le serait du fait d'une croissance de richesse, d'un aménagement du territoire qui, toute chose égale par ailleurs, augmenterait aussi la facture, parce qu'effectivement, les richesses dans notre pays se concentrent de plus en plus dans les zones vulnérables. Vous avez des entreprises, des particuliers qui sont de plus en plus en bord de mer, en bord de fleuve. C'est là que la richesse croît beaucoup plus vite dans notre pays qu'ailleurs, et par conséquent, cet effet-là est aussi très important dans l'impact des aléas naturels sur notre économie, sur notre économie. Donc, face à cette situation, si vous voulez, la seule variable d'ajustement, c'est la prévention et c'est la protection. Et c'est en cela que nous estimons, nous assureurs, qu'il est très important d'intensifier nos politiques de prévention et de protection, que ce soit pour les particuliers, mais aussi, bien sûr, pour les entreprises. Il y a de la prise de conscience dans les entreprises de cette évolution des aléas naturels, mais elle est insuffisante. Elle est surtout le fait des grandes entreprises ou des très grandes entreprises. Elle l'est beaucoup moins sur les PME, TPE. Et nous constatons aussi qu'il y a parfois, au-delà de la prévention et de la protection, une vraie carence en matière de culture du risque. C'est-à-dire que la prise de conscience aujourd'hui de cette situation n'est pas encore totalement suffisante, je dirais, aussi bien du côté des particuliers, des élus locaux que des chefs d'entreprise, et qu'il y a donc une vraie prise de conscience qu'il faut développer. Et nous militons beaucoup, nous, pour qu'effectivement cette prise de conscience et cette culture du risque soit davantage développée. Voilà, ça c'est Comment les entreprises pourraient ainsi réagir concrètement, alors à des chiffres colossaux que vous nous indiquez, et à ces projections qui font froid dans le dos? Alors, il y a toute une série de mesures qui pourraient être extrêmes, qui pourraient accroître la résilience des entreprises à l'aléa naturel. Ne serait-ce que le fait que quand une entreprise s'installe ou se développe sur un terrain ou sur un territoire donné, d'avoir le réflexe de prendre les informations sur l'exposition de ce territoire aux aléas naturels, de se renseigner sur l'existence ou pas de plans de prévention des risques naturels et de la façon dont l'entreprise peut contribuer de manière très concrète à cela. Je vous donne juste un exemple, mais nous constatons, nous, sur le terrain, quand nous indemnisons un certain nombre d'entreprises, eh bien que parfois les systèmes informatiques, les systèmes à valeur ajoutée forte, se retrouvent dans des zones particulièrement, parce qu'elles sont en général en sous-sol ou dans des zones particulièrement exposées, alors qu'il suffirait, je dirais, dans la conception même et dans l'organisation de l'entreprise, de pouvoir prévoir et anticiper ce genre de choses pour éviter un certain nombre de problèmes. Je vous donne un deuxième exemple parce que celui-là, il nous arrive très souvent. Mhm. On a, dans le cas d'inondations plutôt violentes avec des effets torrentiels, des concessionnaires automobiles qui très souvent voient tout leur stock automobile qui est emporté par cette inondation, alors que 24 heures avant ou 48 heures avant, il existe en France des systèmes d'alerte qui sont plutôt pertinents et qui sont plutôt efficaces.
Et que si l'entreprise avait au départ, à froid, étudié la possibilité de mettre à l'abri ses stocks pendant les 48 heures qui précèdent l'événement, eh bien, cela aurait pu éviter, je dirais, des dégâts très conséquents. Mais ces choses-là doivent être étudiées à froid, doivent être étudiées avant, dans le cadre de l'analyse et de la prévention des entreprises. Il y a comme ça toute une série de mesures qui sont indispensables, que nous essayons de développer, nous, en sensibilisant les chefs d'entreprise, en sensibilisant les chambres de commerce, les chambres d'industrie, etc., sur la question. Mais je pense que c'est un vrai travail collectif qu'il faut faire en la matière pour, expliquer les enjeux qu'il y a derrière cette évolution des aléas naturels vis-à-vis des entreprises, et deux, leur donner des méthodes qui ne sont pas très compliquées, mais qui nécessitent évidemment une mise en œuvre et une volonté, et évidemment ça passe par une prise de conscience, et aujourd'hui elle est encore insuffisante dans notre pays. Merci Stéphane Péné pour ces éléments qui nous permettent évidemment à la fois de poser le débat et puis d'enrichir un certain nombre de réflexions. Avec vous, par exemple, Pierre-Damien Rochette, je le rappelle, président de l'UMM Méditerranée Ouest. On évoquait là des pistes de réflexion, des décisions, des volontés nécessaires au sein de l'industrie, au sein des entreprises. Comment ce sujet-là est intégré chez vous au sein de l'UMM, dont vous pourriez d'ailleurs rappeler les missions principales sur notre territoire? Et déjà, merci pour l'invitation. Désolé, j'ai pas pu être présent puisque je suis aux Émirats actuellement et je reviens que samedi. Merci Mais beaucoup oui, le d'être là. métier de l'UMM, donc c'est historiquement un syndicat patronal donc qui a pour vocation donc d'aider nos adhérents sur la convention collective de la métallurgie, mais pas que, puisqu'on a aussi un centre de formation à Bayargues, voilà, qui nous permet aussi de déployer les formations vraiment adaptées à nos adhérents. Voilà un peu notre métier. Donc oui, c'est clair que la transformation a déjà commencé, et c'est clair que le Covid a été un vrai accélérateur de changement. D'ailleurs, on le voit très bien dans notre région, puisque on a une région qui est propice au développement des énergies nouvelles, puisqu'on a 4 acteurs majeurs. On a bien évidemment EDF Énergie Nouvelle avec le parc éolien, Total Énergie Solaire avec le solaire, CARE pour le développement de l'éolien flottant, et pour finir, on a Genvia. Genvia qui a eu la chance d'être visité par notre Oui. président de la République il y a de ça quelques semaines. Donc pour la dernière Genvia, ben on peut vraiment parler de transformation par rapport aux 3 autres, puisque Genvia c'est l'émanation de plusieurs entités. La première, c'est un groupe parapétrolier, donc qui fait des énergies fossiles, qui est le groupe Schlumberger. On y retrouve le CEA, on y retrouve la région Occitanie, hein, qui a fait le job. On retrouve Vinci et on retrouve Vicat. Donc ces grands donneurs d'ordre, ils ont également accéléré leur projet, et ils irriguent en fait notre territoire, notre tissu industriel, qui pour le coup est composé de beaucoup de TPE et de PME, qui est une petite problématique par rapport à d'autres régions, et donc il va falloir régler. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose de retrouver ici un ex-Languedoc-Roussillon, quatre industriels de qualité. Quand Voilà. Stéphane Péné évoque la prise de conscience, parfois un peu tardive, ou en tout cas difficile pour les PME, TPE, pour les entreprises, comment vous agissez là-dessus? Parce qu'en effet, on partage tous le constat du réchauffement climatique, on en a conscience, mais comment Oui. derrière on installe des programmes pour limiter les impacts sur les entreprises? Alors, notre métier, oui, nous, c'est vraiment, on est sur l'opportunité, hein. Vous savez, pour changer, il y a 2 choses, soit on fait rêver, soit on met une contrainte. Donc là, il y a une contrainte forte qui a été lancée par le Covid, avec, comme je le disais, des projets qui ont été lancés dans le territoire. Et donc, ben, nous, notre métier, c'est s'adapter. Alors, moi, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette à Innovo Sud, qui est un catalyseur, qui est une pépinière d'entreprise qui est localisée à Béziers, et qui a donc pour vocation donc d'accompagner les startups. Donc, et une autre casquette, comme vous le disiez, à lui-même pour accompagner les TPE, PME. Donc moi, je vois en fait le process suivant 2 choses. Un, faire émerger des projets innovants avec les startups. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté un rôle de vice-président chez Innovo Sud, donc qui est une pépinière qui est localisée à Béziers.
et qui a pour vocation en fait d'accompagner des startups innovantes sur les énergies nouvelles. Parce que quand on parle de transformation environnementale, eh bien ça va souvent de pair avec l'innovation. Donc voilà, moi je fais partie du board là-dessus et l'idée voilà, c'est vraiment mettre à disposition un outil d'innovation pour ces entreprises et d'autres pour qu'on transforme doucement mais sûrement l'Occitanie et Languedoc-Roussillon sur, voilà, sur une Green Valley. C'est le premier projet. Donc, start-up. Côté TPE, PME, donc l'idée c'est au sein de l'UMM, on a donc 2 volets qu'on a lancés. Le premier, c'est on a créé donc un Industry Lab, un Fab Lab, avec toutes les nouvelles technologies pour aider nos TPE, PME, voilà, qui sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de lancer des programmes d'innovation. Et donc, voilà, c'est un petit atelier avec toutes les nouvelles technologies. On va retrouver de la fabrication additive. Et donc, l'idée, c'est donner à nos adhérents la possibilité d'innover et en fait de pouvoir accompagner ces entreprises comme Care, comme Genvia, comme Total Energy, comme EDF Énergie Nouvelle. Et le dernier onglet, puisque derrière, tout ça c'est bien, mais on a besoin d'hommes et de femmes pour lancer les projets, on a la partie formation. Et donc, on a la chance à lui-même d'avoir un centre de formation de qualité, puisque pour information, on arrive à sortir à peu près 130 apprentis, 130 licences et une vingtaine d'ingénieurs, ce qui fait un chiffre de 750 apprentis par an. Et donc là, on est en train de travailler avec le national pour en fait lancer des formations coûts humains en fait pour nos adhérents, comme Care, comme Genvia, comme Total Energy et comme EDF Énergie Nouvelle. Et la chance qu'on a par rapport à des formations classiques, c'est nous, en quelques mois, on peut monter un programme de formation vraiment dédié coûts humains. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a des rendez-vous d'ailleurs cette semaine avec ces acteurs-là pour que l'année prochaine, on ait des formations vraiment dédiées et pouvoir accompagner le développement de ces projets-là en Languedoc-Roussillon. Merci Pierre-Damien Rochette. Serge Zaka, vous êtes, je le rappelais, docteur en agroclimatologie à ITK. Quels sont, quand vous entendez à la fois Stéphane Péné et Pierre-Damien Rochette, les investissements nécessaires que les entreprises devraient imaginer, là encore, pour réduire ces impacts du réchauffement climatique, ici dans la région par exemple? Alors moi je travaille spécialement dans l'agriculture. Absolument. Ouais. Et donc c'est encore quelque chose de plus spécifique, de plus un peu différent du discours que vous allez avoir tous ici. Nous à ITK en fait, et d'ailleurs on a levé 10 millions d'euros hier pour ces sujets-là avec EDF. Nous à ITK en fait on s'est placé sur le créneau de la prévention. On n'a pas encore cette culture du risque de prévention climatique en France comme on peut l'avoir aux États-Unis. Simplement que nos événements n'étaient pas suffisamment puissants encore en Europe pour soulever une culture de prévention importante. Et donc à ITK, en fait, on s'est positionné à la suite du gel d'avril 2021, qui, je rappelle, a fait plusieurs milliards d'euros de dégâts dans la filière agricole, viticole et l'arboriculture. On s'est placé dans cette prévention. C'est-à-dire qu'on développe en fait des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs qui sont basés sur des faits scientifiques. On croise par exemple la phénologie des végétaux, qui est le stade de développement du végétal. En gros, si le bourgeon a éclos ou pas, il sera plus sensible au froid, avec les prévisions météorologiques. On ne va pas délivrer seulement des prévisions météorologiques, mais on va aller jusqu'à la perte de rendement et donc la perte économique. Et donc en fait, ce qui est utile dans ces outils-là pour les agriculteurs, c'est de prévoir à J+1, J+2, J+3, voire même plus loin, la perte de rendement qu'il va y avoir en fonction de l'aléa climatique. Je rappelle que les entreprises agricoles dépendent essentiellement du climat. Et c'est un facteur qui est très difficile à contrôler. Et donc, toute l'économie agricole est basée sur des catastrophes climatiques. Il peut y avoir des catastrophes qui peuvent réduire une récolte à néant. Donc, les prévenir, c'est mettre en place plusieurs jours à l'avance des procédés pour protéger les cultures. À partir du moment où on est prévenu, on peut éviter des pertes de rendement. C'est ce que disait Stéphane Péné sur la prévention, sur l'information. Exactement. Nous, on est placé sur ce créneau-là de prévention des risques agroclimatiques. On va donner des exemples concrets, parce que moi je parle de l'agriculture, mais c'est peut-être pas concret pour tout le monde. Pour le gel d'avril 2021, 7 jours à l'avance, alors qu'il faisait 28 degrés dans la région, nous avons lancé une carte d'alerte de gel
parce qu'il y avait une descente d'air froid qui était modélisée par nos météorologues, mais dont on ne connaissait pas les conséquences sur l'agriculture, c'est-à-dire les pertes de rendement, donc les pertes économiques. On a lancé cette carte, un service innovant en fait qu'on a appelé Prevent ITK, un service innovant qui permet en fait de relier la météo à la perte économique directement. Et donc, pour les agriculteurs, d'aller sur le terrain et de préparer par exemple le stock de bougies nécessaires pour protéger la vigne, ou de vérifier le matériel plusieurs jours à l'avance, voir s'il fonctionne, l'aspersion, les tours à vent, qui sont des systèmes de protection en fait pour les récoltes, et de savoir à quelle heure à quelle heure il va geler, donc de préparer en fait toute la main d'œuvre pour permettre en fait à la structure agricole de s'en sortir. Et on a reçu des centaines de messages à la suite de diffuser ces cartes sur Twitter qui ont été vues des millions de fois. Reprises par de très nombreux médias nationaux. On a reçu des centaines de messages de remerciements. Ça a permis en fait d'éviter la catastrophe parce qu'ils étaient déjà prévenus. Et c'est là où en fait je rejoins le discours qui a été dit sur l'assurance avant. Oui. C'est la prévention avant tout qui est importante dans le milieu agricole. À partir du moment où on sait ce qui va se passer, on peut agir pour éviter le plus gros des dégâts. Il y aura toujours du dégât, mais on peut éviter de perdre vraiment des millions d'euros juste sur une structure viticole. Stéphane Péné, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance. Là, on a un cas concret, en effet, qui est le prolongement des éléments que vous évoquiez tout à l'heure. Prévention concrète, la prise de conscience réelle. Oui, oui, et je suis très heureux qu'on parle d'agriculture parce que si vous voulez, quand on regarde aujourd'hui le dispositif de protection, de prévention et d'assurance de l'ensemble du patrimoine français, on s'aperçoit qu'il y a quelques points faibles aujourd'hui qu'il faut régler rapidement. Et parmi ces points faibles, alors il y a l'outre-mer, mais ça peut-être qu'on en parlera ou on n'en parlera pas, mais il y a aussi l'agricole. L'agricole, effectivement, comme l'a dit monsieur, est sans doute une des filières les plus exposées au climat. Et nous nous apercevons que c'est une des moins bien protégées en matière notamment d'assurance, puisque 30% seulement des exploitations agricoles sont assurées contre le climat. Et là, on a un vrai paradoxe qu'il nous faut régler. D'ailleurs, nous y travaillons avec les organisations professionnelles agricoles et avec le ministère de l'Agriculture. Mais effectivement, ce genre d'initiative préventive est extrêmement importante parce qu'elle permet effectivement aux agriculteurs qui n'ont pas forcément cette culture du risque. Je reviens là-dessus et je pense que monsieur ne me contredira pas, mais au fur et à mesure du gel, au fur et à mesure de l'ensemble des aléas qu'ils subissent aujourd'hui, ils commencent à en prendre vraiment, vraiment conscience. Et au-delà de ça, il va falloir aussi à un moment donné que l'agriculture s'interroge sur est-ce que je peux encore exploiter là où je suis les cultures que j'exploite aujourd'hui compte tenu du changement climatique. Est-ce que je ne dois pas m'adapter aussi? Ça, c'est aussi un point qu'il faudra évidemment que l'agriculture se pose, mais je pense que ces mesures préventives sont extrêmement utiles. Alors ça, c'est en effet un vrai point, Serge Zaka, docteur en agroclimatologie à ITK. Les cultures seront différentes demain. Est-ce que cette prise de conscience des agriculteurs est là aujourd'hui? Alors, on avait un climat qui était stable. En fait, l'agriculture, pour l'instant, en France, est très familiale. Ça se transmet de père en fils en général. Et donc, on apprend en fait aux descendants les dates de semis, la période à laquelle on fait les premiers épandages d'engrais, etc. Sauf que maintenant, le climat n'est plus le même. Donc, en fait, ce qu'on apprend de nos parents n'est plus valable pour les enfants. Ouais. Et c'est là où, en fait, on commence à prendre conscience depuis à peine 15, voire même 20 ans, c'est qu'en fait, tout le calendrier culturel n'est plus le même en agriculture. Et j'irai même plus loin que ce que vous dites, c'est que l'agriculture a un rôle important, peut-être même le plus important au monde actuellement, à jouer sur contrer le changement climatique. Puisque l'agriculture, on n'a pas besoin des plus grandes technologies pour stocker du carbone. L'agriculture, c'est la seule branche économique qui permet de stocker du carbone, c'est-à-dire de prendre du carbone de l'air, de le mettre dans les plantes et ensuite dans le sol grâce à la photosynthèse, un processus scientifique. Et il y a beaucoup de choses scientifiques que je vais dire aujourd'hui, c'est un peu moins économique, mais et en fait, je pense que les assurances et les entreprises comme ITK ou les centres de recherche ont un rôle très important à jouer
pour contrer aussi ce changement climatique. On n'est pas seulement là pour dire on va faire face aux éléments, on est prêt, on va faire de la prévention. Il faut aussi atténuer le changement climatique. Et de la seule branche économique actuellement dans le monde qui permet de le faire, c'est l'agriculture, de prendre du carbone, de l'air et de le mettre dans les plantes puis dans le sol. Et je pense que les assurances ont vraiment un rôle économique aussi à jouer, de promouvoir ce type d'action, c'est-à-dire des agricultures qui permettent de stocker du carbone, qui permettent de préserver le sol. Il ne faut pas seulement prévenir, il faut aussi commencer à guérir. Samuel Cohen-Salmon, alors vous êtes ambassadeur du Pacte européen pour le climat. Vous étiez à la COP26, évidemment. On vient d'entendre à la fois Stéphane Péné, Pierre-Damien Rochette et Serge Zaka. On a parlé de prévention, d'adaptation, de prise de conscience. Alors, est-ce que ce sont des éléments que vous avez portés vous-même à la COP26 en tant qu'ambassadeur du Pacte européen pour le climat, ce qui nous permet d'ailleurs que vous nous précisiez ce qu'est ce rôle d'ambassadeur du Pacte européen pour le climat, et puis ainsi être dans le vif du sujet, évidemment. Déjà, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci de me permettre de participer à cette table ronde avec tous ces invités. Je vais replacer un petit peu le contexte, justement, par rapport aux ambassadeurs du Pacte européen pour le climat, puisque en participant à cette table ronde, on a bien vu que le thème, c'était les impacts économiques du réchauffement climatique. Et en le posant comme ça, en fait, on pose d'emblée que le réchauffement climatique, c'est la cause de nos problèmes actuels. Et c'est pas faux, on le voit, il y a plein de problèmes. Mais en le formulant de cette manière, en fait, on oublie de dire l'essentiel. La réalité, c'est que, en fait, c'est dur à entendre, mais il va falloir qu'on se le dise, qu'on assume nos responsabilités. Le réchauffement climatique, c'est la conséquence d'une cause bien plus profonde. Et cette cause, c'est notre développement économique depuis le début de l'ère industrielle. Et ça, il va falloir le repenser. Donc on est responsable. On est responsable. Et notre développement économique est responsable en fait du réchauffement climatique, qui est responsable en fait des aléas économiques. Donc on est en train de se mordre la queue et ça s'accélère. Il se trouve que la Commission européenne a décidé de changer de braquet, justement, avec les élections de 2019, en lançant le Green Deal. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que désormais, le développement économique ne peut plus se faire au détriment de notre environnement. Parce que désormais, c'est prouvé scientifiquement, quand le développement économique se fait au détriment de notre environnement, en fait, ce sont les sociétés humaines qui en paient le prix. Et le prix à payer aujourd'hui, il est énorme. On peut le quantifier, effectivement, on peut le mesurer, mais surtout, le prix à payer, il est pour l'humanité, c'est un prix existentiel. Il faut qu'on revienne quand même sur des chiffres, puisque vous avez parlé de la COP26. La COP26, pourquoi c'est un échec ? Parce que finalement, les conclusions de la COP26, c'est de promettre qu'on va tenir les promesses faites durant la COP21, qui avait lieu en 2015. Qu'est-ce que c'est la COP21 ? La COP21, c'est quand même pour le coup une réussite de la diplomatie climatique à l'initiative de la France, qui pose l'accord de Paris. Il faut qu'on arrive à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, donc d'ici 2100. C'était ça déjà l'idée. Et donc on posait quand même d'emblée que le réchauffement climatique, on ne pouvait pas y échapper, puisqu'on disait il faut qu'on le limite à 1,5 degré. Résultat, aujourd'hui, on en est où avec la COP26 à l'orée de l'année 2022 ? On sait, de par le dernier rapport du GIEC qui est tombé cet été, que les plus 1,5 degrés devraient être atteints d'ici 2030, plus 2 degrés d'ici 2050, plus 3 degrés d'ici 2100. Alors là, il faut regarder les projections par rapport à la montée des eaux notamment, et par rapport à notre littoral en Occitanie. Là, je reviens sur du local, puisque nous, on a un littoral très sableux, dunaire, lagunaire, avec 1,5 degré déjà, donc normalement c'est prévu d'ici la fin du siècle, mais on sait que ça devrait arriver d'ici 10-15 ans. Le littoral d'Occitanie est complètement recouvert par la mer. Il n'y a plus de lagunes, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a pas de solution d'atténuation, s'il n'y a pas de solution d'adaptation, qui sont basées sur un triptyque très simple, sobriété, efficacité et innovation. On a besoin d'innovation, bien sûr, et on met beaucoup l'accent là-dessus en ce moment, puisque la France et l'Union européenne mettent beaucoup d'argent pour l'innovation, mais il ne faut pas non plus aussi qu'on oublie la sobriété et qu'on oublie l'efficacité. Ça, c'est important. Donc, dans ce cadre-là,
l'Union européenne a lancé un programme citoyen et bénévole qui s'appelle les ambassadeurs du Pacte européen pour le climat. Et l'idée, c'est d'offrir la possibilité à des citoyens qui sont intéressés par l'Europe, qui sont intéressés par la cause écologique, par la cause environnementale, de se saisir de ces sujets-là et d'aller les défendre, d'en faire la promotion sur le terrain. Par exemple, là, on voit qu'on parle de grands chiffres, de grandes entreprises, mais moi, je m'intéresse aussi aux petits commerçants, aux petites PME, aux start-up, aux pêcheurs. Par exemple, ma première sortie sur le terrain, c'était effectivement sur le Biterrois, où je suis allé rencontrer, alors ils sont connus par là-bas, c'est la poissonnerie Barba. Pourquoi je suis allé les voir, la poissonnerie Barba? Parce que cet été, ils ont décidé de faire de la livraison du poisson avec un vélo cargo électrique réfrigéré. Et pour eux, ça a été une révolution, puisque plus besoin d'utiliser la camionnette pour faire toutes les livraisons vers les restaurants ou vers les particuliers dans la ville de Valras. Donc, en termes pour eux de réputation, d'image de marque, déjà qui sont hyper connus, ils étaient ravis. Mais surtout, pour la ville de Valras et pour tout le monde en général, il n'y avait plus d'émissions de gaz à effet de serre en ville. Il n'y avait plus de pollution. Et ça prend moins de place. Donc, c'est des petites solutions. Donc, ça veut dire que ça passe aussi par des solutions concrètes. Il y a les grands messages, il y a les grandes réflexions diplomatiques internationales, et on vient d'ailleurs l'évoquer avec Serge Zaka et Stéphane Péné. Il y a aussi des solutions concrètes. Il y a des petites solutions comme ça, qui en se multipliant, en fait, vont faire effet boule de neige et vont avoir un impact positif. J'en profite aussi pour parler d'une petite start-up qui est encore peu connue, mais qui est Roltez. Donc là, je fais la promotion aussi de notre territoire, qui se trouve également sur le Biterrois, c'est Capilum. Oui. On a tous entendu parler de ces solutions de dépollution des hydrocarbures à partir des cheveux. Il se trouve que l'un des cofondateurs de Capilum, c'est un Héroltais. Je le salue. Voilà, et qui est de Saint-Ibéry, un petit village. Donc voilà, il y a des choses qui se font. C'est une start-up qui est en train de monter. Et l'idée, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'aller au plus près de ces petits acteurs pour en faire la promotion. Et si vous voulez, je peux vous en donner plein d'autres, des exemples Je vais locaux. revenir vers vous, mais il y a aussi les collectivités, et l'Aglopole de Sète, par exemple, a beaucoup œuvré sur le sujet. Ah ben oui, alors ça, j'en suis très content, puisque moi, dès que j'ai été nommé, c'était fin juin, je me suis de suite rapproché de Sète Aglopole Méditerranée, puisque je savais tout le travail qu'ils faisaient justement pour mettre en place des solutions d'adaptation face à la montée des eaux et le recul du trait de côte. Donc pour sauver notamment les lidos, il y a le lido de Frontignan, mais surtout le lido 7 marseillan, qui est très connu. Et donc je leur ai proposé en fait, qu'on participe à la COP26 dans le cadre des side events, des événements satellites organisés par la Commission européenne. Et donc on a participé à une conférence de haut niveau avec des partenaires internationaux pour présenter justement les solutions d'adaptation au changement climatique et plus particulièrement à la montée des eaux sur un territoire qui est très fragile, le territoire de l'étang de Thau. Et là, on peut même avoir justement une réflexion au-delà de la préservation d'un patrimoine naturel qui nous est cher, de tous les impacts économiques que ça pourrait avoir. Il y a un impact très local, par exemple sur l'activité conchilicole. Effectivement, si l'étang de Thau disparaît, toute l'activité qui y est associée disparaît aussi. Mais il y a aussi un impact économique énorme au niveau européen. C'est que la ligne de chemin de fer entre l'Espagne et le reste de l'Europe, qui participe du ferroutage, c'est-à-dire pour le transport des marchandises par voie ferrée, en fait, elle passe par ce lido. Et c'est le point de passage, on pourrait passer par l'ouest, par Bordeaux, mais le point de passage principal, c'est chez nous, et c'est sur ce lido. Alors, bien entendu, il y a un projet pour déplacer la ligne de chemin de fer au nord de l'étang de Thau. Ça suscite beaucoup de controverses, parce que ça aurait, là pour le coup, ça sauverait la ligne ferroviaire, mais ça aurait un impact économique énorme sur la ville de Sète et sur le territoire. Parce que là, s'il n'y a plus de TGV qui vient à Sète, comment on fait? Comment on fait pour une station balnéaire? Comment on fait pour tous les touristes? Ça pose un autre problème. Donc vous voyez, il y a des solutions, et puis ensuite, il y a des effets qu'on ne mesure pas encore tout à fait bien, mais qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Je vais revenir évidemment vers vous, Samuel Cohen-Salmon. Une question, Pierre-Damien Rochette, président de l'UMM Méditerranée Ouest. Samuel Cohen-Salmon évoquait bien sûr ces impacts économiques dus sur le réchauffement climatique, reposant aussi sur le développement économique et l'action de l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai que tout est lié quand même, et donc
il y a tous nécessité de faire évoluer nos pratiques et nos réflexions. C'est le cas, j'imagine, au sein de l'UMM. Ben, oui, alors avant de répondre sur les différentes initiatives qu'on a pu lancer pour aider nos entreprises à se verdir, bon, ce que je disais, ce qui est important, c'est d'avoir des leaders, des locomotives territoriales, et on les a. Et ces locomotives vont nous aider à nous verdir. Donc ça, c'est déjà une première étape, et moi, je suis très, très satisfait qu'on ait 4 acteurs majeurs sur le territoire. Ouais. Ensuite, pour revenir sur lui-même, bien évidemment, moi, j'ai lancé 4 initiatives depuis que j'ai été élu président il y a maintenant 1 an et demi. Bon, la première, c'était pendant le Covid, ça a été d'accompagner et de sauver nos adhérents. C'était extrêmement difficile, donc ça a un peu retardé les 3 suivantes. La deuxième, ça a été de transformer l'UMM et la rendre un peu plus entreprise, voilà, avec plus de vice-présidents par territoire. Maintenant, on a un vice-président sur l'antenne de Perpignan, sur l'antenne de Béziers 7, on en parlait, sur Montpellier, sur Narbonne, parce qu'on a besoin de local et on a besoin d'être proche des adhérents pour mieux les conseiller. Et la troisième et la quatrième, mais la troisième, c'était l'industrie du futur, puisqu'on en parlait, changer, ça passe aussi par l'innovation. Donc ça, on vient de le lancer cette année avec un programme Industrie du futur pour accompagner nos adhérents. Et la dernière, donc, c'est verdir notre territoire. Donc ça, on est en train d'y travailler. L'idée, c'est de mettre à disposition de nos adhérents pas mal d'outils pour mettre en place des panneaux photovoltaïques, des bornes rechargeables. Donc on est en train de travailler avec des partenaires financiers en fait pour bien aider nos adhérents, pour éviter qu'ils fassent les investissements, puisque avec la crise Covid, eh bien, ils n'ont plus les moyens de le faire, mais de le faire par une structure qu'on souhaite monter avec des partenaires financiers et puis les aider, on va dire, par ce biais-là. Merci beaucoup. Michel Robert, vous êtes professeur à l'Université de Montpellier et Polytech Montpellier. On connaît bien évidemment ces 2 institutions majeures de notre territoire. On a donné la parole à nombre de nos invités. On va évidemment revenir avec eux. Mais je voulais qu'on évoque avec vous ce que vous défendez, ce que vous portez autour de cette table ronde et notamment autour de l'innovation, du numérique, qui sont des sujets là aussi d'évolution. Alors, d'adaptation. Merci aussi pour l'invitation. Je vais essayer, effectivement, je parle en dernier, mais donc j'aurai quelques remarques à faire, mais je vais déjà effectivement me positionner. Moi, ma spécialité, c'est effectivement le domaine des systèmes numériques, les systèmes embarqués, vos téléphones, vos ordinateurs, etc. Et je m'intéresse effectivement à tous ces sujets, donc notamment ce qu'on appelle le numérique responsable et soutenable. Ce qu'on a discuté aujourd'hui, pour le moment, on a parlé d'enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, et évidemment, tout ça va amener à de nouvelles réglementations. Je vais parler d'une nouvelle loi d'ailleurs sur le numérique, qui est sortie en France, de nouveaux défis, et on va parler effectivement d'éco-innovation, d'éco-conception, pour une économie plus circulaire, donc circuit court. Alors, une fois qu'on a dit ça, le numérique, je voudrais quand même positionner quelques chiffres, parce que il faut prendre conscience que ce monde numérique a une réalité physique. On l'a dit tout à l'heure, quand des ordinateurs prennent l'eau, ça fait des dégâts. Quand ils prennent le feu, comme le data center d'OVH à Lyon il y a quelques mois, ça a aussi des conséquences dramatiques. Donc, ce monde numérique, sa réalité physique, on peut la résumer à quelques chiffres tout simples. Nous avons entre nos mains, en France, aujourd'hui, 630 millions d'objets numériques. Voilà. Donc ça veut dire qu'un Français, en moyenne, a une dizaine d'équipements numériques. Et tout ça, ça mène à des conséquences toutes simples. C'est que la consommation d'énergie de tous ces équipements, c'est déjà 10% de ce que consomme la planète. Voilà. Donc il faut déjà avoir conscience que le numérique a un impact positif, et on l'a esquivé tout à l'heure, parce que ça permet d'observer, de modéliser, de calculer, d'anticiper. Mais ça a aussi un impact négatif, il faut le dire, parce que ce numérique, il faut le construire à partir de ressources, de l'eau. Il faut beaucoup de matériaux de plus en plus rares. Un téléphone aujourd'hui, c'est plus de 50 matériaux, alors qu'il y a 30 ans, avec quelques métaux et du plastique, on arrivait à faire les premiers téléphones. Donc, il y a besoin de ressources. Ces ressources, notre planète, qui a mis des millions d'années pour les fabriquer, je pense donc aux énergies fossiles,
eh bien, on est en train de les épuiser à une échelle vertigineuse. Par exemple, un matériau bien connu, le cuivre, qui est un très bon conducteur électrique, eh bien, les ressources seront épuisées à l'horizon 2050. Voilà ce que donnent les prédictions. Les métaux rares ou les terres rares, qui sont des matériaux indispensables pour faire des moteurs électriques, parce qu'il y a du magnétisme, qui sont donc importants pour faire des semi-conducteurs, posent des vraies questions sociétales. D'une part, parce que le numérique en France, que j'ai cité donc en nombre d'objets, eh bien, indirectement, parce que la mondialisation fait qu'on fabrique dans d'autres pays, c'est l'équivalent de 4 milliards de tonnes de terre excavée, voilà, sur la planète. Et derrière, eh bien, ça se traduit par des formes d'esclavage modernes, que ce soit au Congo pour récupérer du cobalt par des enfants, que ce soit donc pour la construction des panneaux solaires en Chine avec, il faut le dire, de l'esclavage. Donc, on est dans une situation quand même qui mérite effectivement de s'interroger sur effectivement nos usages. Ces usages peuvent être extrêmement positifs, on vient de le voir à l'instant, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'objets connectés? Alors la visioconférence d'aujourd'hui est évidemment intéressante parce que c'est quand même un confort La sociétal. crise sanitaire nous l'oblige. Oui, aussi, hein. mais quand il s'agit de télécharger n'importe où, n'importe comment, des vidéos en streaming, ça peut interroger. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde économique qui fait que les flux de données sont illimités. Et Les ça, entreprises ont-elles conscience de cela, de ce que vous dites? non, mais attendez, non seulement la conscience n'est... voilà, je pense qu'on souffre dans nos pays, nos gouvernements, de prendre en compte les vraies problématiques au sens de l'ingénierie, des aspects scientifiques, premier point. Ensuite, il s'agit de former nos étudiants sur toutes ces questions environnementales et, quelque part, comprendre que ces enjeux dans les entreprises sont évidemment fondamentaux. Fondamentaux parce que c'est la façon de créer effectivement de la valeur. L'éco-conception ou l'éco-innovation passe forcément par l'économie circulaire. Il y a des choses qu'on sait très bien recycler, il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment recycler encore. Je pense aux panneaux solaires. Voilà, donc l'énergie verte, effectivement, est une alternative qui crée de l'innovation, qui crée des opportunités, mais on a aussi décalé un certain nombre de problèmes. On a besoin de ressources, on a besoin effectivement de parler de nos usages. Et là, je me permets de citer un événement récent, alors là, qui n'a pas été très médiatisé. C'est quand même un sénateur, en l'occurrence le sénateur Chaise, qui a fait promulguer une loi, donc au Sénat puis à l'Assemblée nationale, sur donc, le monde numérique et ses réglementations. Donc je vais simplement donner quelques éléments, et vous allez voir que rapidement, ils sont en intersection entre discussions. Donc cette loi, il y a une trentaine d'articles, bon, il y a quelques articles pour faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique. Donc ça va se traduire évidemment par des évolutions des programmes de formation. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est par exemple limiter le renouvellement des terminaux. Ben, ça concerne tout le monde, y compris Midi Libre. Est-ce qu'on a besoin de changer aussi rapidement nos téléphones ou nos terminaux? Donc, il va y avoir des réglementations sur ces sujets. Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux. Bien, on va prendre un exemple qui fait réfléchir et sur lequel je travaille, moi, en termes de solutions recherche, c'est les data centers. Ouais. Les centres de données, qui sont évidemment une solution qui paraît évidente pour justement dématérialiser dans une entreprise ces équipements informatiques, posent des questions de sécurité, ça a été dit, de souveraineté, c'est un point très important, et évidemment d'enjeux écologiques. Les data centers consomment énormément d'énergie. Je ne vais pas donner des chiffres encore, mais globalement, c'est extrêmement préoccupant. Et les réglementations donc, vont imposer effectivement de mieux gérer ces centres de données. Et enfin, et ça, c'est un impact direct à la discussion, il y a un volet sur la promotion d'une stratégie numérique responsable dans les territoires. Article 35. Et là, toutes les communes de plus de 50 000 habitants vont être dans l'obligation de définir leur stratégie d'ici 2023 pour une mise en œuvre pour 2025. Donc ça veut dire avoir, parce qu'on voit bien que le problème de la mondialisation, c'est aussi cet équilibre entre le monde rural et l'émergence de ces mégapoles actuellement.
Et donc, il s'agit effectivement de prendre en compte tous ces éléments. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se retrousser les manches. Voilà, ça concerne tous les acteurs ici présents, y compris la recherche et la formation. Mais quelque part, il y a des rendez-vous importants, puisque pendant qu'on parle, tout ça continue à produire, et notamment des gaz à effet de serre qui sont évidemment préoccupants pour tout le monde. Donc voilà quelques éclairages. Merci Michel Robert. Stéphane Péné, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance. Peut-être un mot de réaction à ce qu'évoquait Michel Robert, professeur à l'Université de Montpellier et à Polytech Montpellier. C'est vrai que l'aspect numérique, ces entreprises qui doivent aussi évoluer. Est-ce que ça, par exemple, la Fédération française de l'assurance l'a intégré dans ses réflexions? Est-ce que c'est un sujet de débat, d'action? Oui, la question c'est que nous mélangeons un peu peut-être deux choses dans notre débat aujourd'hui. On a le problème de l'atténuation et on a le problème de l'adaptation. Absolument. Et en ce qui nous concerne, nous assureurs, nous sommes touchés sur les deux points, si vous voulez, parce que c'est vrai que notre activité d'assureur pur, c'est-à-dire celle d'indemniser des dommages liés au changement climatique, nous amène à inciter à l'adaptation, c'est-à-dire à la protection, à la prévention. Il ne faut pas oublier que quelles que soient les décisions qui pourraient être prises aujourd'hui, quand bien même déciderions-nous par un petit coup de baguette magique d'arrêter des émissions de gaz à effet de serre, nous sommes quand même engagés par inertie dans un changement climatique qui, lui, est inéluctable et qui, lui, nécessite de l'adaptation et qui, lui, nécessite par conséquent qu'on réfléchisse à la façon dont on va s'organiser par rapport à ça. Alors maintenant, il y a le problème de l'atténuation. Aller en deçà de 2 degrés. Et là, pour le coup, nous, assureurs, sommes aussi concernés parce que, vous le savez, nous sommes des investisseurs. Notre rôle d'assureur, je dirais, est doublé d'un rôle d'investisseur. Nous sommes ce qu'on appelle un investisseur institutionnel. Il se trouve que notre activité nous amène à investir plus de 2600 milliards d'euros dans l'industrie ou dans l'activité économique du pays. Et là, effectivement, nous avons aussi un rôle qui est sur l'atténuation, c'est de favoriser à travers ces investissements le passage à une transition écologique qui va permettre de diminuer ce changement climatique. Et à ce titre, effectivement, nous investissons dans des infrastructures, enfin tout ce qui aujourd'hui peut permettre d'atténuer cela. Mais je voudrais simplement dire que parfois, nous privilégions beaucoup la question de l'atténuation, et nous avons raison, parce qu'il faut éviter, je dirais, de dépasser les réchauffements qui seraient fatals pour nos économies et pour notre civilisation. Mais n'oublions pas cette question de l'adaptation. Elle est fondamentale. Nous n'arriverons pas de toute façon à contenir un réchauffement climatique qui est déjà en marche, et nous le constatons, nous, dans les chiffres que je viens de vous donner, ou que je vous ai donnés au départ. Et ça aussi, il faut qu'on s'y attelle. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on travaille sur la façon de faire face à ce changement inéluctable que nous avons en face de nous, tout en travaillant à ce qu'il soit le moins important possible par des politiques d'atténuation. Mais n'oublions pas la question de l'adaptation, elle est parfois trop oubliée dans nos réflexions, et nous, assureurs, dans notre activité, dans notre cœur de métier, c'est bien ça le vrai sujet. Michel Robert, et puis Serge Zaka et Samuel Cohen-Salmon. Michel Oui, Robert. Ce que je voulais dire en complément, c'est que... Parlez bien dans votre micro. Oui, par rapport à ces questions d'inertie, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions, c'est quelques décennies pour voir un impact. Donc il y a quand même des mesures préoccupantes sur cette inertie, et ça peut se mesurer par exemple par la prise du Covid, qui a été quand même un élément, j'allais dire au-delà de ça en train de détailler, en tout cas sur l'impact climatique. On a l'impression que c'est ce type. Il faudrait en tout cas qu'il y ait une prise de conscience, certes à l'échelle de la France, mais le problème c'est la mondialisation à l'échelle de la planète. Et donc moi, en tout cas, ma réflexion, elle porte sur le global et le local. Sous-entendu, on parle beaucoup ici de local, et c'est très bien, mais enfin, la plupart des matières premières qu'on utilise, la plupart des matières manufacturées viennent d'Asie au sens large, et donc ça veut dire qu'on a besoin aussi de réglementations beaucoup plus fortes. Quand on achète un équipement quel qu'il soit, eh bien, le consommateur n'est pas informé.
Quand on achète un panneau solaire, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, si, il vient de Chine. Mais dans quelles conditions? Voilà, on ne connaît pas quand on achète une voiture, c'est pareil. La liste, c'est des équipements. Une voiture, notamment électrique, c'est plus de 10 kilos de métaux rares, de terres rares. Pourquoi? Parce que ce sont des objets connectés dans tous les sens du terme. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette mondialisation, bon, la France n'est qu'un pays, mais la prise de conscience, évidemment, on le voit au travers de la COP et autres, c'est aussi des informations auprès des consommateurs, des sensibilisations qui passent par des descriptions, des étiquettes, que ce soit pour nos vêtements, que ce soit pour nos produits numériques, que ce soit pour tout produit. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'information des entreprises, mais ça commence d'abord par l'information, la sensibilisation des citoyens. Ensuite, à l'échelle locale, on peut faire beaucoup de choses, notamment, je pense, sur les aspects énergétiques. C'est toute la subtilité avec l'histoire, donc, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, où on s'aperçoit qu'il y a à la fois besoin de grandes infrastructures, donc pour produire de l'énergie, mais en même temps, comment faire qu'au niveau local, on arrive d'abord à identifier bien les besoins des populations, quels sont mes besoins d'énergie, qu'est-ce que je peux rétrocéder comme énergie à mes voisins ou sur le réseau national. Donc tout ça passe par des ruptures dans nos fonctionnements, dans nos factures. La façon dont on paye l'énergie aujourd'hui peut être revisitée. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau politique, et là, je suis assez surpris de voir le peu de débat sur ces questions dans le débat politique présidentiel actuel. Dire, il est complètement ignoré, alors qu'il me semble fondamental parce que c'est quand même des grands rendez-vous. Serge, d'accord. Moi, je vais être assez concret encore sur la partie agricole. Alors, on a parlé de prévention et d'atténuation tout à l'heure avec dans le monde de l'assurance. En effet, oui. Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais être très concret. Nous, on travaille sur des outils, par exemple, toutes les entreprises, ITK notamment, on travaille sur des outils assez concrets pour le monde animal. En fait, on relie les températures extrêmes et la perte de production de lait, par exemple pour les vaches laitières. Et donc, on travaille sur un service qui s'appelle le Heat Stress Protect, la protection au coup de chaleur, avec des assurances qui permettent en fait donc de rembourser en fait les cotisants par rapport aux pertes de lait dues à des canicules. Mais là, c'est juste sur un événement ponctuel, mais on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on voudrait aussi innover en conseillant l'agriculteur sur sa conduite pour émettre moins de gaz à effet de serre, notamment le méthane, et encore plus loin, d'investir dans des bâtiments qui soient éco-responsables et en plus qui peuvent protéger les animaux de la chaleur. Donc en fait, avec tout le milieu de l'assurance et de la banque, on peut, il y a encore beaucoup d'efforts à faire bien sûr sur les investissements, mais on peut en fait à la fois prévenir, donc en développant des outils de prévention sur les vagues de chaleur, on peut investir dans des bâtiments ou dans des types de recherche ou dans des outils qui permettent de limiter les gaz à effet de serre des élevages. Donc voilà, il y a pas mal d'exemples concrets à ce sujet qui sont déjà faits dans le monde agricole. J'ai parlé de l'élevage, mais il y a aussi des exemples sur la production végétale. Samuel Cohen-Salmon. Alors, je vais repartir sur quand même l'objectif principal par rapport en tout cas, à l'atténuation du réchauffement climatique. Le cadre général de l'Union européenne, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est aussi le cadre de la France. Et donc, toutes les politiques doivent concourir à la réalisation de cet objectif. Et donc tous les financements qui sont proposés actuellement par l'Union européenne ou également par la France à travers le plan France Relance doivent concourir à atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. Je vous donne quelques exemples qui sont tombés là très récemment. Il y a eu le fonds d'innovation porté par le CINEA qui dépend du bureau climat de la Commission européenne qui a... C'est combien? C'est 1 milliard d'euros pour 7 projets de très grande envergure à travers l'Europe. Il y en a un en France qui a été retenu, c'est une cimenterie dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Pourquoi une cimenterie? Parce qu'on sait
que par rapport à nos objectifs de neutralité carbone, en fait, il y a 2 secteurs qui n'arriveront pas à atteindre la neutralité d'ici 2050. Il y a l'agriculture, ça on le sait, notamment à cause des émissions de méthane. Et le méthane, ça a un pouvoir de réchauffement global, c'est 28 fois supérieur au CO2, et ça c'est lié à l'élevage. Je vais y revenir. Et puis il y a l'industrie, et notamment l'industrie sidérurgique et la cimenterie. Donc ça peut aussi correspondre à notre invité de l'UIMM. Pardon. Pierre-Damien Rochette. Et donc l'idée de ce financement, là, pour cette cimenterie dans le Nord, c'est un projet qui vise finalement à réduire et à capter par des innovations le CO2 de façon à réduire les émissions de la cimenterie de 90% d'ici les prochaines années. C'est ça le projet qui est financé par l'Union européenne. Encore plus récemment, alors là, le programme LIFE, c'est un programme, c'est moins d'argent, mais c'est beaucoup plus de petits projets. Là, c'est un gros projet dont j'ai parlé, il y a plein de petits projets. C'est 290 millions d'euros, 190 projets, donc 15 en France, 3 en Occitanie. La métropole de Toulouse, la métropole de Montpellier et Chemdoc Water. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, ils sont à Clermont-Lérault. Alors la métropole de Montpellier, ils ont été sélectionnés pour la réutilisation des eaux usées en sortie de stations d'épuration, donc sur les questions d'assainissement, et je devrais les rencontrer normalement la semaine prochaine pour en parler plus précisément. Chemdoc Water, c'est pareil, c'est de l'économie circulaire, c'est lié à l'eau, mais là, ce qui est assez innovant, c'est que c'est dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça concerne l'alimentation. Donc il y a des enjeux sanitaires qui sont énormes. Et là, c'est comment on fait pour réutiliser de l'eau sans prendre de risques sanitaires. Entreprise française, héroltaise, basée à Clermont-Lérault. Donc je défends le local. Mais on peut défendre le local sur d'autres projets qui sont tombés. Je pense notamment à UV Boosting. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler. UV Boosting, c'est une entreprise française qui développe des solutions basées sur l'exposition de la vigne à des UV, de façon à stimuler leur réponse immunitaire, ou en tout cas à stimuler leur défense vis-à-vis des attaques fongiques. L'idée, c'est de permettre aux viticulteurs qui sont en conventionnel de diminuer finalement le traitement de leurs plants, donc ça diminue finalement l'utilisation des pesticides, ou alors pour ceux qui sont en bio ou en conversion, les plantes vont mieux résister aux attaques et donc il y aura un meilleur rendement. Donc ça, c'est UV Boosting, c'est une entreprise française qui a été aussi retenue par le programme LIFE. Et enfin, puisqu'on en a parlé, de l'importance des émissions de méthane par l'agriculture, en fait, ça vient de l'élevage. Puisque le méthane, en fait, c'est un sous-produit de la fermentation anaérobie. Et donc les bovins notamment, mais l'élevage en général, et ce sont des usines en fait à méthane, des usines vivantes à méthane. Et donc là, l'Institut de l'élevage, qui est basé à Paris, a été sélectionné pour déployer son programme à travers les territoires. Et donc je suis en contact avec la Chambre régionale d'agriculture pour voir un peu comment ça va être mis en place sur notre territoire, qui est un territoire agricole où il y a de l'élevage. Et pour des solutions de long terme, puisqu'on a parlé aussi du captage finalement du CO2, je finis rapidement. Il y a 2 solutions. C'est effectivement de planter des arbres. Ça, c'est la solution naturelle basée sur la photosynthèse. Donc, 1 milliard d'arbres vont être plantés sur tout le territoire de l'Union européenne d'ici 2030. Et puis, il va falloir, par contre, développer de l'innovation pour aller capter du CO2. Et ça, on va en avoir besoin. Et ça, il va falloir investir sur de la recherche pour trouver des solutions innovantes qui ne coûtent pas trop cher en termes d'énergie pour aller capter ce CO2 qu'on a répandu dans l'atmosphère depuis maintenant presque 2 siècles. Alors, Michel Robert, vous évoquiez l'idée que pendant cette campagne électorale, les candidats s'emparent de ces sujets, mais on voit bien quand même que nos territoires fourmillent d'initiatives, de projets et de solutions. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? Absolument. Je pense que notre pays devrait développer à nouveau la décentralisation et laisser les territoires, je dirais, se développer en fonction effectivement de leurs caractéristiques. Je reprends 2 mots-clés qui viennent d'Edgar Morin. On est dans une société de l'incertitude, oui. Ok, mais en même temps, on peut construire des oasis. Des oasis, donc, c'est qu'est-ce que je peux faire au niveau local, voilà, qu'est-ce que je peux faire au niveau d'une métropole, qu'est-ce que je peux faire au niveau d'acteurs locaux par rapport à tout ce qu'on a pu discuter. Donc, je crois qu'il faut absolument aller vers des mutations de société vraiment profondes. Mais je veux montrer aussi une contradiction.
Cette contradiction, si je prends nos usages numériques, même si ce n'est pas le barycentre de cette table ronde, je vais quand même montrer qu'en même temps, on va planter des arbres, Oui. mais on va en enlever pour faire, comme on peut le voir, donc des fermes de panneaux solaires, pour mettre alors les éoliennes, etc., etc. Donc ce que je veux dire, il faut trouver les bons compromis, parce que ce n'est pas simple, et moi, j'en démords pas. Il faut que le citoyen, l'entreprise, dans le local, soit sensibilisé sur ses besoins, quels qu'ils soient. Donc je reviens sur l'énergie, parce que tout ça, c'est l'aménagement de nos territoires, et ça peut amener à des contradictions. Vous pouvez peut-être un élément de réponse, je voyais réagir Ah non, là-dessus très vite. Et puis, Serge je Attard. souscris complètement, oui, effectivement. Non, il n'y a pas de Serge. doute. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur le déplacement des problèmes. Oui. Et on retrouve souvent ça en agriculture. Et maintenant, on retrouve ça avec les panneaux solaires. Puisqu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes pour les panneaux solaires qui sont basées sur des sols agricoles. Et donc, c'est des sols en fait, qui vont stocker moins de carbone. Parce qu'il y aura moins de végétaux, ils vont recevoir moins de lumière de soleil, ils vont moins faire de photosynthèse et recevoir moins de carbone. En fait, on a déplacé le problème. On s'est retrouvé avec, au nom d'une initiative verte, à mettre des panneaux solaires sur des sols agricoles qui, au final, ne produisent plus. Donc, c'est un impact économique sur le milieu de l'agriculture. Et là, on est en train de déplacer un problème, en fait. Un problème au nom d'une rentabilité encore économique pour produire de l'énergie. Mais ce n'est pas une solution forcément viable à long terme, alors qu'on a énormément de toits, d'entrepôts agricoles qui peuvent être utilisés pour les panneaux solaires. Mais là, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ça coûte plus cher, et donc on le fait beaucoup moins que sur des terres agricoles. Il y a des initiatives ici même à Montpellier et à Lyon, une entreprise qui s'appelle Sunagri, qui travaille sur des panneaux solaires inclinables au-dessus des cultures, pour à la fois les protéger contre les événements climatiques intenses, comme le gel. Pour le gel, on met les panneaux à l'horizontale, ça fait un couvert pour éviter le givre. Et lorsqu'il y a des canicules, aussi on protège les cultures par l'ombre pour éviter l'évapotranspiration au final des végétaux. C'est des panneaux solaires inclinables qui permettent de prendre en compte la photosynthèse des végétaux et la production électrique. Mais ça, ce sont des solutions qui demandent plus d'études à long terme, et pour l'instant, on préfère mettre des panneaux solaires sur des terres agricoles. Michel Robert. Et justement, l'éco-conception, l'innovation, l'éco-innovation, derrière tous ces mots-clés, c'est être capable, quand on implémente une solution, d'en mesurer toutes les conséquences. C'est ça. De partir sur des modèles, dire ben voilà les plus et les moins. Et donc cette objectivité scientifique, elle est incontournable. On peut citer un exemple de ferme solaire effectivement dans la région parisienne où ils les ont mis à des hauteurs qui permettent effectivement d'envisager des applications. Mais tout ça reste ouvert. Et pour ce qui me concerne, évidemment, quand on voit les surfaces non exploitées, que ce soit des parkings, alors que ce soit des toits d'immeubles, oui, il y a des vrais enjeux. Donc je sais qu'au niveau de la métropole, dorénavant, c'est des constructions soit des terrasses vertes, soit effectivement de la production d'énergie. Et puis, on n'a pas le temps de tout évoquer, il faut aussi faire confiance aux solutions apportées par la recherche, le monde scientifique, et notamment, je peux parler d'une solution qui est développée au LIRM, à Montpellier, qui consiste à mettre sur des toits d'immeubles des panneaux solaires qui englobent des calculateurs et des batteries pour faire des data centers, non pas tels qu'on les voit aujourd'hui, mais pour les répartir sur ces bâtiments. Donc ça veut dire que des solutions, on va en trouver, mais l'urgence est toujours là. Et c'est ça la difficulté. Et surtout, je pense, le manque, la précipitation qu'on peut avoir parfois dans des solutions d'implémentation sur des territoires qui, normalement, sont d'abord des territoires ruraux. Samuel Cohen-Salmon, quelques mots de conclusion? Non, en fait, je voulais interagir avec le représentant du monde de l'assurance, puisque pour une fois que j'ai l'occasion, j'aimerais lui poser une question, et c'est certainement en lien avec, je crois, cet après-midi, il y a une table ronde sur le tourisme. Absolument, tourisme durable à 14h. Puisque nous, on sait que le tourisme en Occitanie, bon, effectivement, de par chez nous, c'est surtout un tourisme littoral, et comme je l'ai dit, en fait, avec la montée des eaux, il va y avoir un retrait du trait de côte, et comme vous l'avez précisé, le monde de l'assurance est aussi un monde des investisseurs. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas un représentant aussi du secteur bancaire qui pourrait peut-être nous en dire plus. Donc combien de temps en fait on va pouvoir continuer à investir sur des territoires où on se dit mais quel va être leur avenir à 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans? Et je pense aussi notamment, alors là c'est peut-être pas la bonne journée parce que je crois qu'on
On a annoncé des chutes de neige dans les Pyrénées, Oui. mais combien de temps on va continuer à investir en fait dans nos stations de sport d'hiver, par exemple? Donc là, on a l'occasion d'avoir un représentant du monde de l'assurance et des investisseurs, donc ça serait intéressant d'avoir son avis sur cette question qui certainement est très globale, mais qui nous concerne aussi localement. Stéphane Péné. Oui, pardon, j'étais muté, comme on dit. Oui, et j'en reviens, excusez-moi, c'est mon leitmotiv à cette question de l'adaptation de notre économie au changement climatique. Vous avez raison, il va y avoir, quoi qu'il arrive, des morceaux de notre littoral qui vont être submergés et qui vont par conséquent devoir dès maintenant réfléchir à la façon dont ils vont s'adapter à cette situation. Vous avez des activités de tourisme de montagne, notamment, je pense, de basse et moyenne montagne, qui vont devoir certainement aussi se réorienter en matière d'activité. Alors, moi, je dirais que ça fait partie des stratégies d'adaptation qui doivent être très locales. C'est-à-dire que, quand on parlait tout à l'heure du problème de l'atténuation, qui était un problème mondial, hein, parce qu'effectivement, on ne peut pas réduire les gaz à effet de serre en France quand ils augmentent ailleurs, et donc c'est bien un sujet qui doit être vu au niveau mondial. Par contre, la question de l'adaptation, elle est très locale, et elle doit être vue de manière très territoriale. Donc, ce que je propose, c'est que nous ayons parce que nous voyons, nous, les assureurs, c'est que ces stratégies d'investissement en matière de transition écologique, elles ne peuvent être faites à notre niveau que sur des outils extrêmement globaux. Nous sommes des investisseurs institutionnels. Par conséquent, ce que nous pouvons faire, et nous le faisons déjà, et nous essaierons de le faire de plus en plus, c'est d'investir dans des instruments qui soient effectivement vecteurs, soit d'une adaptation extrêmement efficace, soit d'une atténuation. Mais notre rôle, en tant qu'investisseur institutionnel, n'est pas d'investir territorialement ou localement sur telle ou telle infrastructure, elle est, parce que c'est notre nature, d'investir dans des instruments globaux qui auront eux-mêmes, je dirais, la vocation à aller investir très localement sur tel ou tel aspect. Ces instruments-là, aujourd'hui, n'existent pas forcément. Et nous sommes évidemment preneurs pour que ces instruments existent, parce que notre rôle d'assureur ne nous permet pas, je dirais, d'avoir une vision territoriale des choses. Ce n'est pas notre métier. Nous, par contre, ce que nous savons, c'est que nous gérons des actifs qui peuvent être utiles à la transition écologique. Et ce que nous militons, c'est pour que des instruments à vocation vertueuse en matière d'adaptation ou d'atténuation puissent se mettre en place pour que nous puissions apporter ces actifs-là, qui, je le rappelle, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à nos assurés. Et donc, nous sommes forcément exigeants en matière de sécurité de leur destination et d'un minimum de rendement que nous demandent nos assurés. Mais nous n'avons pas vocation, si vous voulez, à être des investisseurs territoriaux. Nous sommes par contre demandeurs d'instruments qui, eux, vont pouvoir investir territorialement et que nous pourrons, nous, je dirais, aider à travers une mise d'actifs qui permettra, je dirais, d'agir. Parce qu'on voit bien que le problème de l'argent, le problème du financement dans toutes ces questions-là, il est essentiel. Il est essentiel. Et en ce sens, nous sommes tout à fait prêts à jouer notre rôle à partir du moment où la réglementation et les instruments nous le permettent. Et c'est ça aujourd'hui qui est la véritable question pour nous. Merci Stéphane Péné. C'est sur ces mots qu'on va clôturer notre rencontre, notre débat de ce matin autour des impacts économiques du réchauffement climatique et des entreprises en transition. Je voudrais vous remercier Stéphane Péné, remercier Pierre-Damien Rochette de sa présence. On sait tous les deux vos emplois du temps très chargés. Remercier Samuel Cohen-Salmon, Michel Robert et Serge Zaka pour ces échanges, cette première table ronde de cette deuxième journée des initiatives vertes. On va se retrouver à midi
avec Mélanie Marcel, qui est présidente et fondatrice de SoScience, qui nous expliquera quelle est sa solution, quelle est son action sur le terrain concrètement. Et puis à 14h, une table ronde autour du tourisme durable, vous l'évoquiez tout à l'heure, Samuel Cohen-Salmon. Et à 16h, je vous invite à nous rejoindre pour une table ronde autour des impacts de la pollution et du réchauffement climatique sur la santé. 2 tables rondes à suivre, bien sûr, sur midilibre.fr. À tout à l'heure.